Vous vous réveillez dans un rectangle de 30 mètres carrés, suspendu dans les hauteurs d'une mégalopole sans fin. Le murmure étouffé des voitures en contrebas vibre dans les murs. Une présence lointaine, mais insistante. Vous ouvrez la fenêtre et l'air s'engouffre froid, impersonnel, sans odeur. Dehors, des tours immenses vous font face, grises, toutes grises. Elles s'élèvent, rigides, semblables, jusqu'à disparaître dans le ciel, où la lumière semble retenue. Vous vous retournez vers votre cuisine, blanche, tout est blanc, les meubles, les murs, jusqu'à la table où repose une tasse. Vous la prenez, buvez une gorgée tiède, le café n'a pas de goût. Ou peut-être est-ce vous qui ne le sentez plus. Vous vous asseyez sur un tabouret noir face à cette cuisine blanche, en mangeant votre yaourt, blanc lui aussi. Vous vous levez, ouvrez l'armoire. Elle aussi, elle est blanche. À l'intérieur, rien que des vêtements noirs. Vous en choisissez un, comme chaque matin, noir, sans éclat. Vous vous regardez dans le miroir, mais votre reflet semble dissoudre les contours de votre visage dans l'ombre de vos habits. Une silhouette de plus. En traversant le couloir, vos doigts frôlent les étagères de votre bibliothèque Billy. Blanche, évidemment. Elle abrite des dossiers noirs, parfaitement alignés. Tout est fonctionnel. Net, comme si le chaos avait été effacé ici. Avant de quitter l'appartement, vous arrosez une plante. Elle détonne dans ce monde une erreur dans le code. Un verre qui ne devrait pas être là. Vous l'observez quelques secondes de trop avant de détourner les yeux. L'ascenseur est métallique, glacial. Ses parois vous renvoient votre reflet comme un fantôme distordu. Il grince, descend lentement et s'arrête avec une secousse. Lorsque les portes s'ouvrent, la roue vous avale. Des silhouettes se déplacent autour de vous, toutes noires. Hommes, femmes, jeunes, vieux, vous ne parvenez plus à les distinguer. Ils marchent dans un silence presque religieux. Un ballet coordonné où chacun connaît sa place. Les voitures glissent sur l'asphalte, toutes grises, identiques. Vous cherchez un détail, une trace d'excentricité, un signe de vie. Rien. Leurs lignes lisses, leurs phares blancs, leur carrosserie métallique, c'est un monde de copies. Vous vous mettez en marche, suivant le flou, en direction de l'immeuble où vous travaillez. Il vous attend, massif, avec sa façade de verre gris. Il est haut, froid, brillant, mais il ressemble à tous les autres immeubles autour de lui. Le verre reflète la ville comme un miroir impitoyable. Vous vous arrêtez une seconde, levant les yeux. Les autres continuent leur chemin sans un mot, sans une hésitation. À cet instant, une pensée vous frappe. Une pensée étrange, presque dérangeante. Vous regardez autour de vous, vraiment, pour la première fois. Les tours, les gens, les voitures, votre sac, vos vêtements, noirs, gris, blancs. Vous fouillez vos souvenirs, mais ils vous échappent, comme s'ils avaient été blanchis eux aussi. Avez-vous déjà vu de rouge, de jaune, de bleu ? Vous fermez les yeux et essayez d'imaginer un ciel d'azur ou le rouge profond d'une cerise. Mais c'est flou, lointain. Et la question revient. Où est passée la couleur ? J'espère que cette petite histoire d'introduction vous a plu et elle vient vraiment mettre en lumière la question que je me suis posée depuis un certain temps. Pourquoi la couleur semble disparaître de nos vies. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette réflexion m'est venue et partager avec vous des exemples concrets qui illustrent cette tendance. Tout a commencé lorsque je suis tombée sur cette photo d'un parking des années 70. Les voitures y arboraient des couleurs vives et éclatantes, respirant la joie de vivre. En le comparant à un parking d'aujourd'hui, le contraste est quand même assez saisissant. La majorité des véhicules sont désormais noirs, blancs ou gris. Mais cette perte de couleur n'est pas qu'une impression. Il y a des données qui confirment cela. Regardez ce graphique, il montre vraiment l'évolution des couleurs des voitures depuis les années 90. Et on voit vraiment un décroissement des couleurs dans les voitures avec une augmentation de blanc, de noir et de gris. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. De comment la couleur disparaît en plus de nos vies, de comment en fait on peut faire aujourd'hui également pour mettre un peu plus de couleur dans notre quotidien et à quel point la couleur est importante. Je vous conseille de rester avec moi jusqu'à la fin, donc je vais vous donner quelques tips que moi je fais lors de ma vie quotidienne pour essayer de ramener un peu plus de couleur. Et on va aborder
plein de sujets. La couleur au sein de nos maisons, la couleur faite par les Instagrammeurs, notamment avec le concept des beige moms, les couleurs de notre vie, l'impact de la couleur sur notre santé mentale. On va vraiment essayer de répondre à toutes ces questions et de mettre en lumière l'importance de la couleur dans notre quotidien. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas du tout à vous abonner, à liker et à partager. Comme je vous dis d'habitude, c'est une petite chaîne et c'est grâce à vous qu'elle grandit. Également, vous pouvez me proposer ces idées sur mon compte Instagram, donc sans plus tarder, je vais arrêter de blablater, on va commencer la vidéo. Et le constat, comme je vous disais, il a été fait avec le concept des voitures. C'est vraiment cette photo qui m'a impacté. Aujourd'hui, 70% des voitures neuves sont noires, blanches ou grises. Si on compare par exemple une image d'une autoroute des années 80 et une image d'aujourd'hui, on voit nettement cette décadence et la disparition de la couleur. Autrefois, les voitures arboraient des couleurs vives, saturées et variées. Tandis qu'aujourd'hui, les teintes argentées, noires et blanches dominent. Mais ce phénomène ne se limite absolument pas aux voitures, c'est une vision plus globale. Selon une étude récente qui a utilisé l'intelligence artificielle et notamment un algorithme pour analyser l'évolution de la couleur au fil du temps, en examinant des milliers d'objets depuis les années 1800 à aujourd'hui. Au début du 19e siècle, les objets présentaient une grande diversité chromatique. Seulement 15% d'entre eux ils étaient dominés par les couleurs comme le noir, le gris ou le blanc. Et les résultats de cette analyse montrent vraiment cette évolution qui est très marquée et qui est du coup incontestable. Au fil des décennies, les objets deviennent de plus en plus gris. Les photographies, les vidéos d'archives montrent vraiment cette disparition de la couleur. Sur un graphique retraçant l'évolution des couleurs sur plus de 200 ans, on constate une montée progressive des tons gris au détriment des nuances jaunâtres et brunâtres qui étaient autrefois plus courantes. Et dans notre vie quotidienne, c'est assez flagrant. Les tons neutres comme le gris, le noir et le blanc représentent quasiment 60% de nos objets. Notre environnement semble s'être donc débarrassé des couleurs vives. On a très de mal à voir un fuchsia, un orange pétillant ou un jaune. Mais cette tendance, au-delà de se présenter dans le cadre des voitures ainsi qu'une évolution au quotidien, elle est complètement visible parce que cette uniformité s'est également imposée dans nos intérieurs. Par exemple, la couleur de tapis la plus populaire aujourd'hui, c'est souvent le gris ou le beige ou le blanc pastel. Les peintures les plus prisées, c'est les peintures comme le gris, le blanc, le noir ou les couleurs et ce ton très très neutre. La marque d'ailleurs de luxe illustre bien ça en mettant en avant en fait les couleurs qui sont le plus tendance chez elle. Si on remonte dans les intérieurs des années 60 aux années 90, les salons regorgeaient des couleurs et de vie. Canapé orange, tapis bleu, murs peints en jaune ou vert. Les espaces étaient chaleureux et surtout très marqués par la présence des couleurs très vivantes. On le constate assez facilement lorsqu'on regarde les anciennes photos de nos parents ou de nos grands-parents et qu'on regarde les maisons dans lesquelles ils ont grandi. On ne peut pas oublier ce papier peint turquoise avec des fleurs et des motifs roses ou cette nappe de cuisine multicouleur ou les draps qu'on avait avant remplis de fleurs. Et également dans nos séries préférées des années 70, des années 80 ou des années 90 ou encore un peu encore dans les années 2000. On rappelle par exemple les séries comme The Big Bang Theory ou The Friends, on voit quand même un peu de couleur dans leurs appartements. Aujourd'hui, ce type de mobilier coloré a quasiment disparu. Nos intérieurs modernes sont principalement dominés par les tons comme le blanc, le noir ou le gris. Et cette sobriété qui vient contraster vivement avec la tendance de passé met en avant le concept de minimalisme et de sobriété. L'impact de la couleur dans notre quotidien va au-delà d'une simple tendance ou une simple mode qui est pour le minimalisme. C'est un peu plus important que ça. C'est question d'argent. Une maison qui va être totalement blanche va parler à plus de personnes parce que c'est neutre, parce que c'est classique et que du coup il n'y a pas de touche de personnalité. Et cela se traduit également par l'absence de différents matériaux avec vraiment des finitions basiques pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc on est dans un monde beaucoup plus industriel et uniforme où la personnalité a de moins en moins de place, en tout cas dans les nouvelles constructions. Et cela ça traduit, c'est qu'avec le fil du temps, donc on a de moins en moins des maisons avec une certaine personnalité et donc la disparition progressive des ornements avec des couleurs, des extérieurs texturés avec des motifs. Mais il y a un autre point également très important et là c'est vraiment question d'argent. Et je pense qu'il ne faut pas être un génie pour le savoir que le plastique coûte bien moins cher que le bois
massif. Aujourd'hui, les meubles disponibles sur le marché visent à répondre à une demande croissante pour produire davantage en réduisant les coûts afin de rendre les meubles accessibles au plus grand nombre. On va venir donc remplacer les matériaux comme le bois, que c'est des matériaux nobles, par le plastique ou le métal, qui sont forcément moins chers. C'est principalement cette stratégie qui va venir donc contribuer au succès des enseignes comme Ikea. Les consommateurs aujourd'hui ne sont pas prêts, ils n'ont pas non plus la capacité d'acheter chez un artisan un armoire qui coûte 1200 €. Même si on sait très bien que le bois massif c'est d'une qualité exceptionnelle et qu'on paye une fois et que ça va durer toute la vie. Donc les gens vont se tourner vers des magasins comme Ikea. Oui, c'est vrai, les meubles sont moins qualitatifs et souvent standardisés, donc blancs, mais ils sont neutres, fonctionnels, mais surtout abordables. Et ce phénomène ne se limite pas du tout aux meubles, on le retrouve également dans notre électronique. Une étude va par exemple comparer les images d'un ancien télégraphe, donc de 1844, à un iPhone de 2008. Les couleurs du télégraphe ne résultent pas uniquement de ses matériaux, mais aussi de sa forme. Les courbes et les détails créent donc des ombres et des nuances qui apportent au relief une certaine richesse visuelle. En revanche, l'iPhone se caractérise par des formes régulières et des teints neutres, principalement gris ou noirs, avec peu vraiment de variations. Cette tendance donc qui vient uniformiser se manifeste dans beaucoup de secteurs industriels. Traduisant donc cette quête de rentabilité, d'accessibilité et de rationalisation de coûts au détriment de l'esthétique. Et cet élément peut également être apprécié dans notre architecture moderne. Lorsqu'on regarde les nouvelles constructions qui sont faites par rapport aux anciens bâtiments, on constate clairement que c'est un peu de copier-coller. C'est la même distribution, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes matériaux, des matériaux moins qualitatif, mais c'est standardisé, ça coûte pas cher et ça plaît à beaucoup plus de monde qu'une maison avec de caractère où on peut risquer de ne pas plaire à beaucoup de personnes. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un certain temps, il y a eu une tendance sur TikTok dans laquelle on voyait beaucoup de gens acheter des maisons avec de caractère, avec une certaine personnalité, tout détruire et remettre tout en gris et les gens, ils étaient pas contents parce que beaucoup de personnes disaient que lorsque tu achètes une maison, même si je suis d'accord dans certaines façons d'acheter ta maison, t'en fais ce que tu veux, si tu veux une maison un peu standard, gris, blanc mais sans aucune personnalité, t'achètes une maison neuve, ne reprenons peut-être pas une maison qui est ancienne, qui a un caractère, qui a une personnalité et repeindre tout en blanc. Le phénomène d'uniformisation ne se présente donc pas uniquement dans les maisons, dans notre architecture ou dans notre quotidien, il se présente également chez les marques. On observe donc que les polices et les logos des marques vont venir changer, notamment les marques de luxe qui vont avoir recours à une police très minimaliste, très en noir et écrit finement, donc vraiment sans aucun épatement, sans aucun éclatement. Un exemple de marque qui est le plus marquant, même si c'est pas du tout une marque de luxe, c'est l'exemple de McDonald's. On a tous vu les McDonald's des années 70, des années 80 et de 90, où on voit les photos, c'est un peu nostalgique, on a toutes les couleurs, c'était vraiment magnifique, mais je trouve, même si j'aime pas du tout McDo, je trouve que les photos de leurs immeubles avant, elles étaient incroyables. Toutefois, la marque, elle va décider de complètement réinventer sa marque en 2020. Elle va changer son logo, elle va adopter une esthétique plus minimaliste, plus neutre. Et en fait, c'est quand même un peu triste. Il y a même des gens qui veulent lancer une pétition pour que McDo revienne à ce qu'il faisait avant. Parce que ça avait un charme, parce que ça voulait dire quelque chose. Et je pense que l'identité visuelle de la marque était beaucoup plus intéressante. Bien sûr, les marques comme Burberry, par exemple, sont défendues pour leur changement de logo en disant qu'ils ont fait des études de marché et c'est ce qui plaît le plus chez les gens. Sauf que moi, là, j'ai tendance à dire, ok, c'est peut-être ce qui plaît le plus chez les gens, mais c'est juste des chiffres. Je trouve que se baser sur ces chiffres-là en justifiant donc que ça plaît plus chez les gens, que ce soit neutre, pour changer son logo, c'est un peu se tirer une balle de le pied parce que tu n'as plus aucune personnalité. Si je prends l'exemple de marques qu'on connaît tous, comme Mage, Sandro, Sœur ou Pollen, elles sont toutes pareil, parfois j'ai même de mal à savoir qui est le logo de quoi, quel magasin par rapport à c'est lequel. Donc je trouve qu'on perd un peu en originalité. C'est comme le logo d'Apple où on est passé d'un logo arc-en-ciel à un logo gris un peu simple. Très simple même. Donc il y a aussi un risque de que si tout le monde commence à faire des logos très très simples, très très sobres, en fait on n'arrive plus du tout à différencier les marques. Et je trouve qu'au contraire, avoir un logo avec beaucoup de couleurs, avec une identité visuelle forte, ça marque les esprits. Mais ce n'est pas uniquement dans les logos, chez nous, dans nos meubles et dans nos architectures qu'on peut retrouver ce manque de couleurs. Là je pense qu'on peut plus le voir refléter, c'est dans la mode.
L'absence la plus frappante de couleurs dans le monde aujourd'hui réside dans les choix vestimentaires. Quand on pense aux séries télévisées des années 80, les tenues typiques des lycéens par exemple comportaient des couleurs vibrantes telles que le rose, le jaune, le bleu et des motifs éclatantes. Il semble que l'idée de la couleur, donc contrastée, était peu présente dans l'industrie de la mode de l'époque, contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, la mode va venir privilégier beaucoup mettre en avant les basiques, c'est-à-dire les tenues noires, blanches, marron, vraiment des couleurs très très neutres. Les termes tels que propre, esthétique, professionnel sont désormais au cœur de la mode. Les vêtements et les accessoires colorés sont considérés comme moins classiques et donc parfois moins professionnels. Au-delà de ce fait, il y a aussi le fait de la simplicité. Les couleurs qui sont monochromes, qui sont simples, qui ne nécessitent pas complètement vraiment une réflexion, ils sont pratiques. On s'habille rapidement, on ne réfléchit pas, mais en ne réfléchissant pas, on n'exprime pas non plus notre personnalité à travers notre tenue. Les pièces minimalistes sont donc souvent en ton neutre et même si c'est facile à coordonner, c'est moins risqué, comme je vous disais, je trouve que on enlève un peu cette côté d'expression de vêtements en lui donnant uniquement une utilité fonctionnelle. Par exemple, c'est vrai qu'un sac à main noir, il va se coordonner plus facilement avec votre tenue qu'un sac à main vert ou un sac à main rose fuchsia. Mais je trouve ça personnellement un peu dommage. Plus l'omniprésence des réseaux sociaux, notamment le feed instagrammable, vient renforcer cette tendance. Les photos et les vidéos au ton neutre sont perçues comme plus esthétiques, élégantes, tandis que les teintes qui sont plus vives ou que les motifs qui sont un peu plus complexes sont vus comme moins photogéniques, moins professionnels, ou voire même démodé. Et les marques comme Instagram et Pinterest viennent aussi un petit peu mettre en avant cette idée, donc encourageant les tons neutres. Il y a aussi le côté dans les vêtements de la surproduction, donc de la production masse, notamment par exemple comme des magasins comme Zara ou H&M qui vont donc produire massivement des articles donc en très grande quantité et c'est beaucoup plus facile pour eux de produire des vêtements blancs, noirs avec des tons neutres en très grande quantité. Déjà, ça répond à un plus grand besoin, donc les gens sont tous on est sûr que tout le monde a un haut blanc chez lui, alors qu'un haut bleu pétant, un rouge fuchsien, c'est un petit peu plus rare. Donc au moins ils sont sûrs qu'en créant des vêtements basiques et neutres, ils peuvent avoir une clientèle plus large. Il y a aussi les coûts de production. Les tons neutres sont un peu plus faciles à mettre en place et beaucoup plus faciles à produire que les tons vivants qui nécessitent beaucoup plus de pigments tout d'un coup. Le minimalisme est devenu vraiment une stratégie marketing pour toucher le plus de monde et à la recherche d'une quête de simplicité et d'uniformité chez les gens. Mais moi je garde quand même une petite lueur de spar parce que depuis quand même le confinement qu'on a tous subi, lorsqu'on a été enfermé chez nous, entouré de murs blancs, entouré de gris, en fait on s'est quand même rendu compte de l'importance de la couleur. Et ça se traduit également dans les nouvelles tendances. Aujourd'hui par exemple les années 2000 reviennent un peu. Et quand on parle des années 2000, on parle des tenues complètement rose fuchsia, colorées, bleu pastel, les fards à paupières bleues. On voit vraiment un petit peu que la couleur revient. Et on se rend compte aussi de l'importance de celle-ci. Et je trouve ça vraiment quelque chose de très 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 bien. Et je ne peux que vous encourager à continuer à mettre de la couleur dans votre vie. Et la génération Z donc, et pas que bien sûr, on voit vraiment qu'il y a des influenceurs qui essayent de dégraisser cette partie de l'esthétique minimaliste, basique et classique de Instagram en proposant de contenus mode qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui sont originaux, en proposant de combinaisons et en nous montrant également que mélanger de couleurs c'est tout à fait possible et qu'on n'est pas condamné à s'habiller en noir tous les jours. Selon Bradley, psychologue spécialiste en couleurs, ce blanchiment gris a un impact significatif sur notre bien-être. En effet, elle affirme que le gris n'a aucun avantage psychologique, tout au contraire. Il reflète un aspect négatif. Contrairement aux couleurs comme le rouge qui vient stimuler l'excitation, le jaune qui apporte une énergie joyeuse et le bleu favorise le calme et la tranquillité, le gris il est perçu comme terne et monotone et peut même contribuer à un sentiment de dépression et de lassitude. Et un exemple universel pour montrer vraiment l'impact de la couleur sur notre santé mentale, c'est lorsque en fait vous vous réveillez et vous voyez qu'il fait gris, qu'il fait moche, qu'il pleut. Automatiquement vous vous sentez un peu déprimé, un peu fatigué par la situation, alors que lorsque vous vous réveillez et vous voyez qu'il y a un grand soleil, un ciel bleu, vous êtes motivé, vous vous réveillez avec beaucoup plus d'énergie que si le ciel était gris. Et je pense à tous les gens qui habitent dans le nord où on n'a vraiment pas beaucoup de soleil en ce moment, et c'est quand même dépressif. Le soleil se couche à 17h et en fait tu l'as quasiment pas vu. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Fribourg, Allemagne, il existe une relation directe entre la dépression et les couleurs.
couleurs. Ces experts vont démontrer que chez les personnes qui sont atteintes de dépression, ils rencontrent des difficultés à distinguer le contraste entre le noir et le blanc. En utilisant des électroencéphalogrammes, ils ont mesuré l'activité de rétine chez un groupe de volontaires et ont conclu que la dépression peut affecter la perception de contraste visuel, rendant donc les images beaucoup moins nettes et un peu plus floues. Et donc, plus la dépression est sévère, plus ce contraste devient compliqué à percevoir. Et souvent, donc, aussi, la dépression est liée à la couleur grise. On dit souvent qu'on est dans un état dépressif, dans un monde sans couleur ou un monde gris. Ce n'est pas simplement une métaphore, mais vraiment une réalité pour le coup. Car la tristesse et la dépression viennent donc influencer notre façon de percevoir les couleurs. Sachant qu'aujourd'hui, la dépression touche 300 millions de personnes dans le monde, selon l'OMS, et sachant également que ce chiffre n'est pas représentatif de la réalité parce que beaucoup de personnes ne vont pas voir des psychologues pour se faire diagnostiquer, est vraiment très important. Et au-delà de la dépression, la couleur peut vraiment avoir un impact dans notre vie au général. Lorsqu'on est dans un environnement où il y a l'absence de couleur, donc par exemple dans un bureau gris, blanc, noir, où on n'a vraiment pas de couleur en vue, et ben en fait on est plus démotivé, on est plus fatigué. Alors que si on travaille dans un endroit ou un bureau où on a un peu plus de couleurs, des couleurs chaudes, et ben on va être beaucoup plus motivé et on va être beaucoup plus heureux. Ceci étant dit, après avoir discuté un peu sur les effets que la couleur peut avoir sur la santé, notre santé mentale en tant que personne adulte, imaginez-vous ce que la couleur peut provoquer ou l'absence de couleur peut provoquer chez des enfants et surtout sur leur développement. Et je pense que vous l'avez un peu compris parce que j'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, on va parler des beige moms. Mais vous vous demandez sûrement, pour certains, qu'est-ce que c'est une beige mom? Et bah imaginez-vous, vous rentrez dans une chambre d'enfant, mais aucune couleur vive. Pas de rose, pas de jaune, les murs sont blancs, beige, tout est beige. Et s'il y a de la couleur, elle doit être pastel. Je sais que ça vous paraît être étrange, voire même impossible de rentrer dans la chambre d'un enfant dans laquelle il n'y a pas de couleur. Il doit censé avoir des jouets, des étoiles, de la couleur partout. Et je pense qu'on a tous eu des chambres multicolores. Moi, je me rappelle, ma chambre, elle a été rose, elle a été violet, elle a été jaune, elle a été verte. Je n'ai vraiment passé partout et j'adorais quand j'étais enfant. Même si ça vous paraît impossible, dites-vous qu'il y a des mères qui imposent ça à leurs enfants. Et bien évidemment, pas tous les mamans. J'ai constaté que cet élément était beaucoup repris chez les nouvelles mamans, je vais les appeler les mères millennials, qui viennent d'accoucher et pour qui en fait elles ont développé une image instagrammable chez eux avec un environnement beige. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et elles imposent ce nouveau style pour leur enfant. Et donc acheter que des produits, que des jouets, que des vêtements qui correspondent à cette esthétique. Le terme sad beige mom, donc maman triste et beige, il a été utilisé dans un premier temps de manière un petit peu humoristique pour décrire cette tendance où les nouvelles mamans achetaient que de beige à leurs enfants et qui n'aimaient pas du tout la couleur. Ce terme a été repris donc par ces mamans les sad beige mom, pour créer de contenu en étant juste fiers en fait d'être comme ça et donc d'imposer cette couleur beige à leurs enfants, et elles vont faire de vidéos pour en parler. Dites-vous qu'il y a même des marques qu'aujourd'hui ne proposent que des vêtements à ton neutre pour les enfants, alors que normalement les vêtements pour enfants sont censés être des vêtements un peu plus colorés. Pareil pour les jouets. Le problème, il y en a deux. Principalement, c'est que ces mamans sont influenceuses, que donc elles montrent ça sur internet et que donc des nouvelles mamans s'inspirent d'elles et se font influencer par elles. Le deuxième c'est dangereux. Le deuxième point que je trouve très très important, et je pense même le plus important, c'est que l'absence de couleur peut vraiment provoquer des problèmes de développement à l'enfant. L'absence de couleur va avoir un impact direct sur le développement physiologique des enfants, donc principalement dans leur développement cognitif et émotionnel. Parce que les couleurs vives, quand vous présentent que vous êtes enfant, vont venir vous aider et avoir un rôle essentiel dans votre développement sensoriel. Ils vont venir donc stimuler votre curiosité, votre imagination, et donc à vous aider aussi à créer des nouvelles couleurs. Et bien sûr, à les identifier et à les distinguer. Et bien sûr, et ça se voit traduit dans les jouets, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que les jouets pour enfants, ils sont un peu trop colorés, mais sont colorés pour une raison. Et cette raison, c'est que non parce que seulement les enfants adorent parce qu'il y a plein de couleurs et donc ça les attire, mais aussi parce que ça va venir les éveiller sensoriellement. Ils vont comprendre la couleur, ils vont l'analyser, ils vont pouvoir l'identifier après. Par exemple, les puzzles, les animaux, je sais pas, on se rappelle tous des petits animaux qu'on a eu, les tigres, les zèbres, etc., sont des 1000 couleurs. Ça va leur permettre également à développer leur coordination visuelle. Et la privation à ce stimuli peut vraiment venir
venir affecter l'apprentissage des enfants. Surtout lorsqu'on regarde que notre environnement naturel est rempli de couleurs. Vous allez au zoo, vous allez au parc, vous allez en montagne, vous avez des 1000 couleurs. Vous voyez, leur donner cette opportunité de voir les couleurs, ça va leur permettre de mieux comprendre le monde et mieux le percevoir. C'est comme les jouets en bois. Vous voyez, les animaux en bois. Oui, c'est vrai, c'est très beau, c'est très esthétique, très parfait. Mais comment tu veux qu'un enfant, tu lui présentes un zèbre en bois, comprenne qu'un zèbre, c'est blanc et avec des rayons noirs? Il sait pas parce qu'il ne l'a jamais vu. Quand vous étiez enfant, vos parents vous ont acheté sûrement les petits animaux en petit plastique là avec des 1000 couleurs et ça vous a permis d'apprendre que la girafe c'est de telle couleur, l'éléphant c'est de telle couleur, les chiens sont de telle couleur, un oiseau c'est de telle couleur et comme ça après vous pouvez déjà identifier les couleurs et être en mesure d'identifier les animaux. Là, les jouets en bois, je suis désolée, ok c'est esthétique parce que t'as pas de couleur et ça va mieux avec ta décoration, mais l'enfant ça ne l'éveille en rien. T'as pas de stimuli, t'as rien. Et des recherches montrent également que lorsque les enfants sont confrontés à la couleur, ils développent de meilleures capacités de concentration et d'interaction sociale, car la couleur est perçue comme un moment de joie et de plaisir. À l'inverse, les environnements qui sont neutres, sans couleur, moi j'appelle ça les environnements morts, en fait ça vient freiner ce développement-là et donc les enfants par conséquence vont avoir de mal à exprimer leurs émotions et à interagir avec le monde extérieur. Et là je vous mets un exemple le plus parlant à l'écran et je pense que c'est lui qui apparaît le plus lorsqu'on met, quand je vois qu'il a 9,5 millions de vues, ça ne m'étonne pas. C'est un enfant, une maman qui achète à son enfant un arbre de Noël qui est en jouet donc et elle va complètement le peindre en beige. Je ne comprends pas, il est où le problème avec un arbre de Noël vert? Pourquoi beige? Et pourquoi elle doit être triste? Il est où Noël dans cette histoire? Elle a peint les boules en beige. Pourquoi? L'esprit de Noël, c'est avoir 1000 couleurs, c'est d'avoir au moins de rouge et de vert. Si on lui enlève ça à un enfant, c'est un des pires Noëls que j'ai vu de ma vie. Pourquoi? Et moi, ce qui m'inquiète au-delà qu'elle peint ça, c'est aussi avec quoi elle peint. C'est des jouets pour enfants. Son enfant va prendre ça, il va le mettre dans sa bouche. Tout ça met en danger un petit peu la vie de ton enfant et en plus lui privé de couleurs pour avoir une maison esthétique. Comment tu vas apprendre à ton enfant la reconnaissance des couleurs primaires s'il n'est pas confronté à ces couleurs primaires? Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut enlever tous les tons neutres de la vie d'un enfant, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut trouver un juste milieu. Un juste milieu parce qu'on ne peut pas priver les enfants de leur capacité à jouer, à peindre, à avoir des couleurs dans leur entourage, mais rien ne nous empêche non plus d'avoir un petit peu des jouets en bois, un peu moins coloris. Et je trouve ça très égoïste de la part des mères de mettre vraiment en avant leur choix esthétique et complètement neutre au détriment de développement de leur enfant, au détriment de plaisir visuel de leur enfant. Je suis d'accord qu'avoir des jouets qui traînent chez toi dans ton salon d'une couleur insupportable parce que ça te aveugle tellement ils sont rose pétants, c'est pas agréable, mais c'est un enfant et on peut pas lui enlever ça. On peut par exemple obliger l'enfant, si tu veux, à avoir une pièce de jouets dédiée dans laquelle tu vas mettre tous ces jouets de couleur. Mais là, on parle même dans la pièce et dans les vêtements de l'enfant l'absence de couleur. Vraiment, un monde sans couleur, c'est triste. Et là, je vais vous donner quelques tips que moi je fais dans ma vie pour essayer en fait de rapporter un peu plus de couleurs dans ce monde qui est gris, faut pas se dire. Principalement, c'est la déco de chez vous. Là, vous voyez pas, mais j'essaye moi dans ma décoration d'avoir de la couleur. Mon tapis est rouge, mon miroir est doré. J'essaye un petit peu d'apporter une petite touche en plus pour pas me sentir tous ces blancs et gris. Mes meubles sont quasiment tous en bois de différentes tonalités, mais mine de rien, ça reste de bois et ce n'est pas blanc. Je dis pas, et là, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, que les meubles Ikea, c'est à jeter, pas du tout. Mais par exemple, vous pouvez les repeindre, vous pouvez acheter de la peinture et vous pouvez repeindre vos meubles de la couleur que vous souhaitez. Et d'ailleurs, j'ai vu plein de filles sur Instagram le faire, et franchement, c'est quand elles l'ont acheté, ils montrent comment elles l'ont acheté, comment elles l'ont adapté pour chez elles, c'est magnifique. N'hésitez pas non plus dans votre quotidien, ça peut être un petit peu bête comme ça, mais par exemple, acheter une coque qui est colorée. Vous pouvez vous faire vos ongles de toutes les couleurs, essayez de porter un t-shirt ou un pull d'une couleur différente de noir. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué à sortir, mais ça passe. Et les couleurs, ce n'est pas moins professionnel. Je ne sais pas qui a déterminé que c'était moins professionnel de poster une veste rouge que de poster une veste blanche. Vous pouvez également vous exprimer grâce au maquillage qui vous permet d'avoir une touche de couleur en plus. Vous pouvez également, par exemple, faire de la peinture. Ça vous permet d'être en contact de la couleur
essayer d'avoir par exemple de papier peint de notre couleur chez vous que de blanc, même si je comprends et je suis conscient que quand on est locataire c'est un peu plus compliqué. Mais le but c'est vraiment d'essayer de baigner dans la couleur de manière constante, de avoir toujours une touche en plus chez soi, déjà que dehors c'est compliqué de trouver un peu plus de couleur, pas essayer de la retrouver lorsqu'on rentre chez nous ou de la porter nous-mêmes. N'hésitez pas à mettre vous ce que vous faites dans votre vie pour avoir un peu plus de couleur, pour qu'on essaie tous de s'inspirer les uns des autres et d'améliorer un petit peu notre vie sur ce point-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas du tout à me le dire, à vous abonner et à me laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Et à ça, écoutez, je n'ai qu'à vous dire, mettez plein de couleurs dans votre vie. Je fais plein de bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.